Bonjour, c'est moi, Rebecca. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des contrats que l'on voit tout au long du programme durant nos études de droit, notamment en licence, donc programme de façon générale, mais aussi un peu ailleurs dans la partie sur le droit des contrats en droit des affaires notamment. Donc aujourd'hui, on verra les négociations. Donc c'est la phase qui précède la phase contractuelle, qui suppose finalement qu'on ait matérialisé l'échange de nos consentements par un écrit. Et la négociation se distingue donc de cette phase-là. Parce qu'elle peut se faire non pas par le formalisme de l'écrit, mais par voie orale, avec des pourparlers, ou alors avec des négociations, mais qui ont un écrit, mais qui ont juste qui ont déjà la valeur de commencement de preuve par écrit. Donc là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on verra également l'arrêt Manoukian de 2003, justement, sur la rupture des pourparlers. Alors, si cette vidéo vous plaît, si vous êtes dans le cas de figure où vous pensez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Ou ne pas mettre des petits likes, peu importe. Voilà, alors le premier des principes dans cette matière de négociation, donc dans la négociation, c'est le principe de la liberté contractuelle. Elle suppose quoi? Elle suppose qu'effectivement, on est libre de pouvoir contracter, mais de pouvoir négocier. On est libre de pouvoir négocier. Et c'est l'article 1112, alinéa 1er, l'article 1112, alinéa 1er du Code civil qui le prévoit. Je cite, mais bon, après, je le cite, voilà. L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Donc, c'est ce principe de liberté qui prévaut, et avec une exigence sur la bonne foi. La bonne foi qui suppose que le contrat que l'on s'apprête à signer soit parfaitement valable. Donc, le fait que le contrat soit parfaitement valable suppose du coup que les parties ont l'obligation de confidentialité et une obligation d'information renforcée à ce sujet. Par ailleurs, on verra également que la rupture abusive des pourparlers est sanctionnable, mais qu'avec l'arrêt Manoukian, le gain à manquer, le gain à gagner et la perte de chance, la Cour a estimé que ça n'était pas du coup indemnisable. Par ailleurs, l'inexécution des obligations précontractuelles d'information. Donc, l'inexécution, c'est quand une partie s'oblige de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, l'obligation de faire suppose l'obligation de moyens et l'obligation de ne pas faire, aussi l'obligation de résultat. Donc ça, c'est deux notions en droit contractuel qui sont très, très importantes. Et à ce stade-là, si on est empêché de remplir notre obligation, c'est qu'il s'est passé quelque chose, soit volontairement de notre propre fait, ou que ce n'était pas de notre propre fait. Et dans ce cas, on peut également aussi renégocier le contrat quand il y a des éléments, par exemple, je pense à l'arrêt UAR de mémoire, où il y a une inflation des prix. Donc, contractuellement ou précontractuellement, on avait prévu que le contrat, on signait pour 1 000 euros. Entre-temps, il y a eu une hausse des prix. Le contrat vaut 3 000 euros, mais c'est l'indexation qui ne résulte pas de la volonté des parties. Cette indexation a été fixée par la loi ou par le règlement pour des raisons économiques, par exemple. Et donc, à ce moment-là, on est habilité à renégocier le contrat sans qu'il y ait pour autant des sanctions entre les parties. Jusque-là, tout va bien.
Et donc, effectivement, la rupture, alors pour tout ce qui est rupture abusive, etc., normalement, vous aurez une. Je ne veux pas m'avancer dans trop de choses, mais à ce stade-là, on peut mettre des clauses. Par exemple, des clauses au moment de la formation du contrat, avec la clause euh, la clause résolutoire notamment, c'est ça, la clause résolutoire ou la clause limitative de responsabilité qui fait que même si vous rompez votre contrat, même unilatéralement, vous ne serez pas sanctionné parce que vous l'avez déjà prévu, cette clause, notamment par l'article 1170 du Code civil, que même s'il se passait une indexation ou un changement de volonté ou un empêchement d'obligation de faire, eh ben, vous ne serez pas sanctionné du fait que vous avez mis une clause bien particulière à cet effet. Nonobstant de ce qui précède, effectivement, l'article 1112 du Code civil prévoit que ces pourparlers sont libres et que l'article 1102 alinéa 1er dispose que chacun est libre de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limitations, dans les limitations fixées par la loi. Donc ça, c'est très intéressant. Et autrement dit, le fait de mettre un terme aux négociations ne peut jamais être fautif parce qu'on est libre finalement de mettre fin aux négociations, puisque le principe, on parle, d'ailleurs, il y a la notion de la levée d'option. La levée d'option, c'est par rapport à un délai, un terme, où on se dit, bon, on a négocié sur l'objet, sur le prix, sur les conditions pour remplir les obligations. Et tout ça, on se laisse grosso modo 2 mois pour parvenir. Si à la fin des 2 mois, on n'a toujours pas contracté par le formalisme par écrit, alors, on peut on peut arrêter de poursuivre les négociations, voilà, et ne pas contracter. Donc, mettre fin aux négociations, ce ne sera pas fautif. Donc, la liberté également de rompre, la levée de l'option ou la rétractation sont également des grands principes en matière de j'allais pas dire de quasi-contrat, pardon, de négociation, et c'est vraiment essentiel. Vous avez également l'abus dans la rupture, ça veut dire que au bout des 2 mois, vous n'avez toujours pas conclu, mais que brusquement, vous vous retirez des négociations sans en avoir averti au préalable votre co-contractant. Donc ça peut être quand même perçu, je ne dirais pas comme un manque de respect, mais un manque de fair play. On va rester fair play dans un vocabulaire corporate. Ça veut dire dans un vocabulaire business que vous auriez pu, au moins par diligence, mettre une mise en demeure ou un préavis en expliquant que vous ne vouliez plus continuer les négociations et que malgré que vous ayez inséré des clauses ou pas, vous ne voulez plus continuer nonobstant votre réticence à vouloir contracter. Et sur ce terrain, si vous faites un abus, ça peut être aussi un abus de confiance, hein. Et donc, du coup, sur ce terrain, si vous abusez un peu de la bonne foi de votre contractant, ça peut être sanctionnable, mais sur le terrain délictuel, parce que vous n'avez pas encore formalisé d'écrit. Ce ne sera pas la responsabilité contractuelle, mais la responsabilité délictuelle à ce sujet. Et donc, si vous n'avez pas de motif valable, et brusquement, sachez-le. Voilà, donc après, effectivement, vous avez le célèbre arrêt Manoukian de 2003
où la cour avait, justement, la cour de cassation avait prévu, enfin, la chambre commerciale de la cour de cassation. Il y a 6 chambres. Voilà, bref. Et donc, du coup, elle avait prévu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance à réaliser les gains permettant d'espérer la conclusion du contrat. En d'autres termes, vous voulez contracter avec quelqu'un. Vous négociez, vous négociez, vous négociez. Et la personne se rend compte que dans son obligation de faire, réciproquement, vous aurez du coup quelque chose qui sera valuable, quelque chose qui sera fort appréciable, quelque chose qui sera de votre côté, quelque chose qui sera qualitativement et quantitativement profitable pour vous. Mais du fait de la rupture brutale des pourparlers, du fait de cette rupture, vous n'aurez pas ce gain espéré. Et donc, ça peut vous porter un préjudice finalement en vous disant, ah ben moi j'espérais ci, j'espérais ça, je pensais qu'il allait se passer dans l'obligation de faire réciproquement, je pensais que vous alliez au moins m'accorder tel ou tel prix, vous allez m'accorder tel ou tel bien, mais vous ne l'avez pas fait. Donc là, la Cour de cassation en 2003, elle a estimé que pour la partie, c'était pas une partie lésée parce qu'on était toujours aux phases de la négociation et que le manque à gagner tiré du profit espéré et espérable n'était pas indemnisable. Alors, bon, on peut penser que c'est une solution injuste en soi parce que c'est vrai. En tout cas, pour ma part, je me dis, bon, vous êtes là à espérer pendant 2 ou 3 mois quelque chose, la chose n'arrive pas. Donc après, peut-être moralement, puisqu'il y a plusieurs préjudices, hein, moral, corporel, matériel, voilà, financier, voilà. Donc du coup, peut-être sur un préjudice moral, aussi la perte de temps, parce qu'on a perdu du temps, on se dit, bon, ben, on aurait pu négocier avec quelqu'un d'autre, etc. Donc pour ma part, doctrinalement parlant, ça reste discutable. Après, je peux comprendre parce que finalement, vu qu'il y a la liberté précontractuelle de négocier, on est libre, alors autant qu'on est libre de s'engager, autant qu'on est libre de rompre cet engagement. À vous de voir. Ok, en d'autres termes, en tout cas, l'alinéa 2 de l'article 1212 du Code civil qui précise ces mesures. Voilà, après, c'est vrai que dans l'ordonnance du 10 février 2016, qu'on étudie grave à fond pour la réforme du droit des contrats, la perte de chance, en fait, des avantages attendus du contrat non conclu, on ne l'exclut pas forcément et certains auteurs se demandent si cette formulation ouvre implicitement la possibilité d'obtenir la réparation de la simple perte de chance. En fait, ils disent un petit peu comme moi, quoi. Et qu'il y avait une petite ambiguïté à ce niveau-là. Voilà, mais en tout cas, on reste dans la partie délictuelle de la chose. Et les frais... Par contre, ce qui est bien, c'est parce qu'il y a une partie quand même qui disent que si jamais on a une indemnisation quelconque et que la rupture des pourparlers était abusive, voilà. Le gain manqué et la rupture abusive, c'est deux notions différentes, hein. C'est pas pareil du tout. Bref, mais bon, rompre brutalement, ça veut dire qu'on aurait dû mettre une mise en demeure, prévenir même par mail ou par message ou de vive voix, etc. Ne pas mettre la personne sur le fait accompli, votre co-contractant. Si vous le faites, là, oui, vous brutalement, vous pouvez donner, payer des frais pour les négociations parce que la personne a peut-être fait des devis, le co-contractant a fait des devis, il a commencé
à engager certaines démarches, etc., à promouvoir certaines choses. Administrativement aussi, il a commencé à faire des choses très importantes. Là, oui, on peut avoir des frais d'études, d'analyse, de bilan, d'audit, de déplacement qui peuvent, oui, là, être indemnisables. OK? Par contre, sur ce que le contrat aurait dû rapporter, 2 000 €, 1 000 €, 3 000 €, ça, ce n'est pas indemnisable. C'est ça la grande particularité. Voilà. Du coup, rapidement, l'obligation précontractuelle d'information. Alors, là, on parle notamment de réticence dolosive. C'est le fait de garder une information importante, une information essentielle pour soi et de nuire en fait à son co-contractant, de l'induire en erreur. Sans cette information importante, déterminante, il n'aurait peut-être pas mise en œuvre des négociations avec vous. Donc là, normalement, ça s'apparente à du vice du consentement. Et le vice du consentement, bien évidemment, est sanctionnable. C'est ça, donc donc on va pas s'étendre vraiment sur ce sujet. La charge de la preuve, ça a prouvé que l'obligation d'information, 4 éléments. Le débiteur de l'obligation, en fait là je vous renvoie directement à lire l'article 1112-1 1112-1 du Code civil à ce sujet, comme ça vous aurez un tas d'informations sur les 4 éléments relatifs à l'obligation d'information qu'on doit donner à ce contractant durant les négociations. Et voilà, en d'autres termes, ne pas mettre des informations erronées en toute connaissance de cause, car ça s'apparente à un dol, un mensonge, une réticence dolosive, une manœuvre frauduleuse, et que c'est sanctionnable notamment par l'article 1112-1 alinéa 6, je répète, 1112-1 alinéa 6, et que ça va conduire par ailleurs à l'annulation du contrat sur le terrain de l'article 1130 du Code civil. Voilà, donc quand je ferai la fiche sur les clauses, vous verrez que dans les clauses, quelles que soient-elles ce soit, l'article 1178 du Code civil prévoit justement la nullité de ces clauses. Une clause détachable du contrat principal. Hein. C'est pas... Sur le contrat, c'est 1130 pour la nullité, en fait, l'annulation du contrat. Par contre, pour la clause, c'est 1178. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas l'arrêt Manoukian. Normalement, je l'ai mis en story sur Instagram. Là, le téléphone est retourné. Donc, on ne peut pas bien lire à l'endroit. Mais c'est bien écrit Manoukian 2003. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions et normalement la vidéo suivante portera sur l'offre et l'acceptation. Voilà.